Les banquiers, les vrais vainqueurs de la guerre. Quand les États-Unis sont entrés en guerre le 6 avril 1917, le président Wilson confia le pays à trois hommes qui avaient été présents lors de la campagne présidentielle. Paul Warburg, qui avait la charge de superviser le système bancaire, Bernard Baruch, qui fut nommé président du Conseil des industries de guerre, et Eugène Meyer, qui se vit confier la Société du financement de la guerre. Les frères Warburg, encore eux. Le frère aîné de Paul Warburg, Max, était à la tête des services secrets allemands. Paul, lui, détenait le pouvoir décisionnel de la finance aux États-Unis en sa qualité de vice-président de la Réserve fédérale. Le troisième des frères Warburg, Félix, était un associé de première importance chez Kuhn, Loeb & Co. Enfin, le quatrième frère, Fritz, présidait la bourse des métaux de Hambourg. Les quatre frères étaient les figures de proue d'une grande famille de banquiers, installés à Hambourg depuis le XVIIe siècle. Concernant les frères Warburg, un rapport secret de la marine américaine déclarait, le 12 décembre 1918, Paul Warburg, New York, allemand, naturalisé américain en 1911, décoré en 1912 par l'empereur d'Allemagne, vice-président de la Réserve fédérale, a un frère qui est le chef des renseignements allemands. Un autre rapport mentionnait. Un jour, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, furieux, avait tapé du poing sur la table en disant à Max « Alors, comme ça tu aurais toujours raison ». Mais par la suite, il écoutait toujours attentivement les opinions de Max sur la finance. Fait surprenant, Paul démissionna de son poste à la Fed en 1918, ce que le rapport ne mentionnait pas. Après l'entrée en guerre des États-Unis, sachant que le frère de Paul était à la tête des renseignements allemands, Paul aurait théoriquement pu être accusé d'intelligence avec l'ennemi, même si, dans les faits, personne n'aurait été capable aux États-Unis d'agir contre lui. En juin 1918, après sa démission, il écrivit une note à Wilson. J'ai deux frères banquiers en Allemagne. Ils ont naturellement servi leur pays au mieux, comme j'ai servi le mien. Bernard Baruch, le tsar de l'industrie américaine en temps de guerre. Baruch commença ses activités de spéculation en 1896 en fusionnant 6 entreprises dans le tabac pour créer le Consolidated Tobacco Company. Ensuite, il aida la famille Guggenheim à fusionner les industries du cuivre. Il coopéra même avec Harriman pour contrôler le système de fret de New York. En 1901, il créa avec ses frères Baruch Brothers. Lorsqu'en 1917, Wilson le nomma président du Conseil des industries de guerre, il utilisa immédiatement son pouvoir de vie et de mort sur les industries. Ses achats annuels s'élevaient jusqu'à 10 milliards. Il déterminait presque tout seul le prix d'achat du matériel de guerre du gouvernement américain. En 1935, lors d'audiences parlementaires, Baruch déclara « Le président Wilson m'a écrit une lettre m'autorisant à reprendre toute industrie ou usine. Il y avait le président de la United States Steel, Judge Gary, avec qui nous avions des problèmes. Et quand je lui ai montré cette lettre, il a dit « Il semblerait que nous devrions régler ça. » Et nous l'avons réglé. Certains congressistes exprimèrent des doutes quant à la qualification de Baruch pour exercer une telle omnipotence sur les industries. Ils pensaient qu'il n'était pas un industriel car il n'avait jamais mis les pieds dans une usine. Il le confirma lui-même lors des audiences parlementaires en avouant qu'il se considérait plutôt comme un spéculateur. Le New Yorker rapporta que Baruch avait gagné en une seule journée, au cours d'une séance boursière, 750 000 $ en s'appuyant sur de fausses informations diffusées par Washington. La Société du financement de la guerre d'Eugène Meyer. Le père d'Eugène Meyer, qui était associé dans la banque Lazare Frères, était animé par ailleurs d'une inclination enthousiaste pour la fonction publique. Il possédait avec son vieil ami et associé Bernard Baruch une compagnie de mines d'or en Alaska ainsi que quelques affaires financières. Eugène Meyer dirigeait la Société du financement de la guerre, dont l'une des missions principales résidait dans l'offre d'obligations américaines afin de soutenir l'effort de guerre. Il n'y a rien qui effrayait plus les cadres de la Société du financement de la guerre que la fausse comptabilité. Plus tard, lorsque le Congrès ordonna une enquête sur la gestion de la société, on découvrit à la surprise générale qu'elle modifiait presque tous les soirs et à heure fixe les livres de compte qu'elle rendait le lendemain à l'enquêteur du Congrès pour qu'il les examine. À 2 reprises, les enquêtes menées par McFadden en 1925 et en 1930 dévoilèrent des anomalies dans de nombreux comptes. Des bons dupliqués s'élevant à 2314 paires et des coupons également en double exemplaire s'élevant à 4698 paires, variant en valeur de 50 à 10 000 $, ont été convertis en espèces le 1er juillet 1924. Certaines de ces duplications résultaient d'erreurs, d'autres de fraude.
Il n'est pas étonnant qu'après la fin de la guerre, Eugene Meyer put acheter Allied Chemical and Dye Corporation et, plus tard, le Washington Post. Les falsifications dans les livres de compte d'Eugene Meyer, la duplication des bons du gouvernement, d'une valeur faciale de 10 000 $ chacun, selon le principe « un pour le gouvernement, un pour moi », lui auraient rapporté des dizaines de millions de dollars. Edward Stettinius, le fondateur du complexe militaro-industriel. Edward Stettinius était un homme méticuleux, obsédé par les détails. Il avait fait fortune dans sa jeunesse à Chicago en spéculant sur les céréales et les semences. Pendant la guerre, Morgan le prit sous son aile et lui confia le département des exportations. Il était le principal responsable des achats et des ventes d'armes. Durant la guerre, Stettinius devint le plus gros acheteur mondial d'armes et ses achats quotidiens atteignirent 10 millions de dollars en fournitures militaires qu'il assurait et expédiait vers l'Europe. Il ne se ménageait aucun effort pour améliorer l'efficacité de leur transport et de leur production. Dans son bureau du 23 Wall Street affluaient de nombreux distributeurs et fabricants d'équipements militaires. Devant presque chaque porte se tenaient des gardes. Son volume d'achat mensuel était équivalent à la valeur du PNB mondial 20 ans auparavant. Les Allemands n'avaient jamais imaginé que les Américains pouvaient modifier la courbe de la production industrielle militaire en un laps de temps aussi court. Henry Davidson, l'homme de confiance de Morgan. Grâce à sa contribution significative à l'empire de Morgan, Davidson, son principal associé, entre parenthèses présent lors de la réunion de Jekyll Island, obtint en récompense le poste de président de conseil de guerre de la Croix-Rouge américaine en 1917. Il contrôlait désormais les donations des Américains, soit 370 millions de dollars, ce qui permit d'envoyer des équipes de la Croix-Rouge sur divers fronts. Le traité de Versailles, une trêve de 20 ans. Le 11 novembre 1918 était signé l'armistice de l'effroyable Première Guerre mondiale. L'Allemagne, pays vaincu, dut payer des réparations de l'ordre de 32 milliards de dollars pour le principal, auxquels s'ajoutaient des intérêts annuels de 500 millions et une taxe de 26% sur les produits d'exportation. Elle perdit 13% de son territoire continental, la totalité de ses colonies d'outre-mer et fut interdite de posséder une armée de plus de 100 000 hommes, une flotte de plus de 6 navires de guerre et des armes offensives telles que sous-marins, avions, chars ou artillerie lourde. Le premier ministre britannique, David Lloyd George, déclara à cette occasion « Nous devons faire les poches des Allemands et en extraire l'argent. » Mais en privé, il admettait « Le traité que nous avons rédigé ouvre la voie à une autre guerre dans 20 ans. Imposer de telles conditions à l'Allemagne ne peut conduire qu'à deux choses. L'Allemagne ne va pas se conformer au traité et il y aura une autre guerre. » D'ailleurs, Lord Curzon avait un point de vue similaire. Cela n'apportera pas la paix, c'est seulement une trêve de 20 ans. Quant au président Wilson, il déclara « Si j'étais allemand, je ne pense pas que j'aurais signé cet accord. » Que les politiciens fussent ou non pleinement conscients des conséquences désastreuses du traité de Versailles est secondaire, car c'étaient les conseillers agissant dans leur dos qui décidaient réellement. Le groupe de banquiers qui avait accompagné Wilson à Paris se composait du conseiller financier de Paul Warburg, de Morgan et de son avocat Frank Polk, d'un associé principal de Morgan, Thomas Lehman, et de Bernard Baruch, de la Société du financement de la guerre, ainsi que des frères Dulles, dont l'un deviendrait directeur de la CIA et l'autre ministre des Affaires étrangères d'Eisenhower. Sir Philip Sassoon, un descendant direct des Rothschild, accompagnait le Premier ministre britannique. George Mandel, de son vrai nom Louis George Rothschild, sans lien de parenté avec la famille des banquiers du même nom, accompagnait le Premier ministre français Clémenceau. Le représentant de la délégation allemande était le frère de Paul, Max Warburg. Lorsque les banquiers internationaux se réunirent à Paris, le baron Edmond de Rothschild les accueillit chaleureusement et reçut des personnages importants de la délégation des États-Unis dans son luxueux hôtel parisien. La conférence de paix de Paris vit un véritable défilé de banquiers internationaux. Après la moisson récoltée grâce à la Première Guerre mondiale, ils semèrent facilement les graines de la Seconde. La récession agricole des États-Unis en 1921. Association des banquiers américains, 1891, tel que retranscrit dans les archives du Congrès US le 29 avril 1913.
Le 1er septembre 1894, nous ne renouvellerons nos prêts sous aucun prétexte. Le 1er septembre, nous réclamerons notre argent. Nous saisirons les biens et deviendrons des créanciers hypothécaires. Nous pourrons également prendre les 2/3 des fermes à l'ouest du Mississippi, ainsi que des milliers d'exploitations agricoles à l'est du Mississippi, au prix que nous fixerons. Nous pourrons aussi bien posséder les 3/4 des fermes de l'ouest et l'argent du pays. Ainsi, les fermiers deviendront des locataires comme en Angleterre. Dans le jargon du petit monde de la haute finance, tondre les moutons signifie profiter des opportunités offertes par la prospérité puis la récession économique pour acheter les possessions d'autrui à prix cassé. Lorsque les banquiers disposèrent du pouvoir de battre monnaie, les phases de prospérité et de récession purent être contrôlées avec précision. La tonte des moutons équivaut à passer à l'étape du chasseur-cueilleur à l'élevage scientifique à haut rendement. La Première Guerre mondiale a apporté aux États-Unis une grande prospérité. L'acquisition de matériel de guerre à grande échelle stimula divers secteurs de production et de services. Entre 1914 et 1920, la Réserve fédérale a injecté beaucoup d'argent dans les circuits économiques. Les taux d'intérêt de la Fed passèrent de 6% en 1914 à 3% en 1916 et restèrent à ce niveau jusqu'en 1920. Afin de fournir les prêts aux Alliés en Europe, les banquiers entreprirent de lever des obligations à grande échelle, par 4 fois en 1917 et en 1918, connues sous le nom de Liberty Bond, dont les intérêts oscillaient entre 3,5% et 4,5%. Le but de l'émission de ces obligations fut d'absorber l'excédent de crédit d'argent en circulation. Pendant la guerre, le salaire des ouvriers augmenta de même que le prix des denrées agricoles. Globalement, la situation économique de la classe ouvrière s'améliora. Au moment de l'armistice, les agriculteurs avaient gagné beaucoup d'argent qui échappait au contrôle de Wall Street. Par tradition, les agriculteurs du Middle West conservaient ordinairement leur épargne dans les banques locales. Ces petites et moyennes banques étaient généralement opposées aux banquiers internationaux et ne faisaient pas partie du système de réserve fédérale, pas plus qu'elles ne soutenaient les prêts de guerre accordés à l'Europe. Les grosses banques new-yorkaises attendaient depuis longtemps une occasion d'infliger une correction à ce troupeau de rustres qui s'ajoutait à celui des agriculteurs et elle se prépara à tondre les moutons. Wall Street appliqua comme technique ce que l'on pourrait appeler lâcher la bride à dessein pour mieux récolter ensuite. C'est l'origine du Federal Farm Loan Board, le Conseil fédéral aux prêts agricoles, qui visait à encourager les agriculteurs à investir leur argent durement gagné dans l'achat de nouvelles terres. Cet organisme se chargeait de l'octroi de prêts à long terme, ce que les agriculteurs souhaitaient à l'époque. Un grand nombre d'entre eux contractèrent des prêts à long terme auprès des banquiers internationaux et s'acquittèrent en sus d'une mise de fonds initiale importante. À ce stade, les agriculteurs ne savaient pas qu'ils venaient de tomber dans un piège minutieusement conçu. En avril, mai, juin et juillet 1920, le secteur de l'industrie et du commerce bénéficia de crédits supplémentaires pour l'aider à traverser le prochain resserrement de crédit. Seules les demandes des agriculteurs furent rejetées. C'était un plan bien pensé par Wall Street, une démolition contrôlée, ou encore une explosion dirigée, visant à piller la richesse des agriculteurs et à détruire les petites et moyennes banques qui avaient refusé d'obéir à la Réserve fédérale. Owen, le président de la Commission bancaire des finances du Sénat, vint témoigner en 1939 lors des auditions monétaires du Sénat. Il déclara: au début de l'année 1920, les agriculteurs étaient extrêmement prospères. Ils remboursaient leurs prêts fonciers, achetaient beaucoup de nouvelles terres à la demande du gouvernement. Ils avaient emprunté l'argent pour le faire et ils ont ensuite été mis en faillite par une contraction brutale du crédit et de la monnaie au cours de cette même année. Ce qui s'est produit en 1920 était exactement l'inverse de ce qui aurait dû se produire. En raison des excès de crédit induits par la guerre, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale tint une réunion à huis clos le 8 mai 1920. Leurs discussions durèrent toute la journée. Le rapport de la réunion comportait 60 pages qui figurent dans le document sénatorial du 19 février 1923. Les directeurs de classe A, c'est-à-dire les membres du board, y participaient, mais les directeurs de classe B, qui représentaient les entreprises, les commerces et les agriculteurs, ne furent pas invités, pas plus que les directeurs de classe C qui représentaient la population américaine.
Seuls les banquiers les plus importants participèrent à cette réunion, qui eut pour conséquence un resserrement du crédit et conduisit l'année suivante à une réduction du revenu national de 15 milliards de dollars. Des millions de personnes se retrouvèrent au chômage et la valeur globale des terres agricoles baissa de 20 millions de dollars. Le ministre des Affaires étrangères de Wilson résuma en une phrase la racine du problème. La Réserve fédérale devrait être la plus grande protectrice des agriculteurs, mais en fait, elle est leur pire ennemi. Le resserrement du crédit aux agriculteurs est un crime prémédité. Après avoir tondu les agriculteurs, les petites et moyennes banques du Middle West furent éliminées et la Fed entama un assouplissement monétaire. La conspiration des banquiers de 1927. Avec le soutien conjoint de l'entreprise de Morgan et de Kuhn, Loeb & Co., Benjamin Strong accéda à la présidence de la Banque de réserve fédérale de New York. Avec Montagu Norman, le président de la Banque d'Angleterre, il fut l'un des principaux responsables de la fièvre spéculative en manipulant les taux d'intérêt qui mena à la récession économique mondiale de 1929. Les deux grands-pères de Norman avaient tous deux présidé la Banque d'Angleterre. Dans son livre « La politique monétaire », Brian Johnson a écrit « Strong et Norman, amis intimes, passaient leurs vacances ensemble dans le sud de la France. La politique d'argent facile menée par Strong sur les marchés monétaires new-yorkais entre 1925 et 1928 se traduisit par la mise en œuvre de l'accord qu'il avait passé avec Norman et qui consistait à maintenir les taux d'intérêt à New York en dessous de ceux de Londres. Au nom de la coopération internationale, Strong refusa la main stabilisatrice qu'aurait permis des taux d'intérêt élevés à New York jusqu'à ce qu'il fût trop tard. À New York, l'argent facile avait encouragé l'apparition du boom économique de la fin des années 20, accompagné d'une incroyable et vertigineuse spéculation.